Après cette nuit courte. Donc, félicitations à tous ceux qui sont là. Oui. Je souhaite la bienvenue à Monsieur Antoine Deruenne, directeur général de l'agence France Trésor, qui est accompagné de Monsieur Mathieu Marceau, chef de bureau. Monsieur le directeur général, nous avons souhaité faire le point avec vous de façon générale sur les conditions de financement de la dette publique française. Nos interrogations sont nombreuses. En cette période, nous avons vu les taux d'intérêt fortement augmenter. Elles portent avant tout sur les conditions de financement de la dette publique depuis la crise économique, sur les effets des émissions indexées sur l'inflation, sur l'évolution de ce coût, sur les perspectives d'évolution des taux et leurs conséquences. Mais ce sont aussi des questions relatives aux règles de comptabilité en matière de dette publique, en particulier les décotes et primes, à la stratégie des rachats appliquée par l'agence France Trésor ou encore à l'évolution de la maturité moyenne de la dette qui nous préoccupe. Monsieur le directeur général, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai commencé par un petit propos introductif et donc avec une présentation qui est actuellement diffusée sur les écrans. Alors tout d'abord, je vais vous parler de la mise en œuvre du programme de financement 2023. En fait, nous l'avons achevé jeudi dernier avec la dernière adjudication d'OAT pour l'année 2023. Donc c'est un tableau qui est assez grand, qui montre en fait mois par mois ce que nous avons émis et sur quelle maturité. Donc je ne vais pas commenter tous ces chiffres évidemment, mais j'ai commenté quelques chiffres importants, surtout dans les colonnes de droite, avec le total de ce qui a été émis en 2023, c'est l'avant-dernière colonne, par rapport à ce qu'on avait émis en 2022. Donc tout d'abord, en termes d'émissions brutes, l'agence France Trésor a émis 303,1 milliards d'euros d'OAT à moyen et long terme, a procédé à 33,1 milliards d'euros de rachats et pour un total donc net émis de 270 milliards d'euros en cohérence avec la loi de finances pour 2023. Ce qu'on peut voir dans ce tableau aussi, c'est sur quelle maturité nous avons plus émis cette année par rapport à l'année précédente. On peut remarquer une très bonne demande sur la zone 3-4 ans, avec 54 milliards d'euros d'émis contre 41 milliards l'année précédente sur la même maturité. Sur la zone 10 ans, qui, comme vous le savez, est considérée comme notre benchmark, avec 84,4 milliards d'euros émis contre 74,4 milliards d'euros l'année précédente. Et enfin, fait très intéressant, c'est que les obligations ultra longues, donc celles qui ont une maturité de 30 ans ou plus, ont été fortement demandées, avec 33,2 milliards émis cette année contre 26,6 l'année précédente. Enfin, en termes d'obligations indexées, nous avons émis grosso modo la même quantité que l'année précédente, autour de 25 milliards d'euros. Pour vous rendre compte aussi sur la mise en œuvre du programme de financement 2023, je vais aussi vous parler de tous les titres nouveaux que nous avons émis. Il y a un peu plus d'un an, nous avons donc annoncé au marché les nouvelles obligations que nous allions émettre. Et en fait, nous avons fait exactement ce que nous avons dit que nous allions faire, c'est-à-dire la création au total de 7 nouveaux titres, 5 nominaux et 2 indexés. Donc je ne vais pas passer dans le détail de toutes ces lignes. Ce qui est intéressant à noter par ailleurs, c'est que la seule chose que nous n'avons pas mise en place cette année, ce sont les nouvelles clauses d'action collective. En effet, ce sont des clauses qui ne sont pas actives actuellement et qui le seront une fois que la ratification de la réforme du mécanisme européen de stabilité aura été totalement réalisée. Concernant les conditions de financement, vous avez un tableau à gauche qui montre les taux moyens pondérés sur les différentes maturités. Donc, on fait la différence entre le financement de court terme, les BTF, et le financement à moyen et long terme. Alors, le financement à court terme, on a émis un taux moyen de 3,32% contre 0,19% l'année précédente. En effet, cela suit les taux à court terme qui sont décidés par la Banque centrale européenne. Concernant les émissions à moyen et long terme, on a émis en moyenne à 3,03% contre 1,43% l'année précédente. Vous pouvez voir avec la ligne en dessous, ça c'est la moyenne pour l'ensemble des obligations que nous avons émises, mais cela suit de très près en fait le taux moyen à 10 ans qui est mis juste sur la ligne d'en dessous. Au total, sur l'ensemble des émissions, le taux moyen a été de 3,15%. J'ai mis à droite un graphique sur longue période pour montrer à la fois les évolutions du taux à 3 mois et du taux à 10 ans.
Et on voit que si les taux sont en forte hausse par rapport à la période récente que nous avons connue, ce sont des taux qui sont similaires à ceux que vous connaissez avant 2008. C'est en effet, nous vivons actuellement une période de normalisation des taux d'intérêt. Concernant la maturité moyenne de la dette, à droite, vous avez la maturité des émissions à moyen et long terme que nous avons réalisées cette année. Donc en 2023, nous avons émis en moyenne des obligations à moyen et long terme de 11 ans. Comme vous pouvez le voir, c'est un chiffre qui est relativement proche de ce qu'on a pu émettre les années précédentes. Donc maintenant, quelle est la maturité moyenne de la dette aujourd'hui? Il faut bien voir que là, à droite, je ne vous parle que de la maturité des nouvelles obligations émises. Simplement, le stock de dette continue à vivre. Et en fait, sa maturité baisse naturellement. Donc quand on fait la moyenne entre les obligations déjà présentes dont la maturité baisse et les nouvelles maturités, on a une maturité moyenne de la dette de l'État en 2023 de 8,5 ans. Maintenant, je vais vous faire un petit point sur les obligations vertes. Comme vous le savez, la France a été le premier émetteur souverain à émettre une obligation verte de taille benchmark. Et ça, c'était en 2017. Aujourd'hui, nous avons 3 obligations vertes. La première, donc, qui a été émise en 2017, qui a un encours de 33 milliards d'euros, qui est actuellement le premier titre vert en termes de taille. Puis une seconde en 2021, et enfin une obligation indexée sur l'inflation verte, qui a été émise en 2022, 6,7 milliards d'euros. Comme vous pouvez le voir sur le graphique de gauche, le marché des obligations vertes est un marché qui est en forte expansion. Et l'exemple de la France a été suivi par de nombreux autres souverains. Si vous regardez à droite, ça c'est le montant des dépenses vertes éligibles. En effet, dans le cas des émissions d'obligations vertes, il faut le faire dans le maximum des dépenses vertes chaque année. Donc là, vous avez les montants des dépenses vertes éligibles chaque année. En 2023, nous avions 11 milliards d'euros et nous avons émis 10,2 milliards d'euros d'obligations vertes. Juste un rappel dans la diapositive suivante, c'est que nous avons donc un cadre qui est robuste et exigeant, qui est bien connu des investisseurs, puisque nous avions été le premier souverain à en émettre en 2017. On peut voir 2 choses dans les graphiques à droite, c'est que cela concerne un grand nombre de secteurs, la construction, les ressources vivantes, le transport, l'énergie, mais aussi le fait que nous continuons à évaluer progressivement chacune des dépenses vertes. En effet, dans le cas de la transparence vis-à-vis des investisseurs, nous avons un certain nombre d'engagements que nous avons pris vis-à-vis de ces investisseurs, notamment le fait que l'allocation que l'on réalise chaque année est soumise à un audit externe, qu'on a une seconde opinion sur notre performance, mais aussi que nous avons mis en place un conseil indépendant d'évaluation des OAT vertes qui régulièrement prend une nouvelle dépense et lance des travaux d'analyse afin d'en évaluer la performance. Comme vous le voyez, on a déjà évalué les subventions aux énergies renouvelables ou les crédits d'impôt pour la transition énergétique. Alors là, on est terminé pour le point sur 2023. J'en viens maintenant sur ce que nous allons faire l'année prochaine en 2024. Alors tout d'abord, je vais vous présenter le tableau de financement de l'État pour 2024, un tableau que vous connaissez bien puisque c'est issu de l'article d'équilibre de la loi de finances. Donc là, vous avez cet article d'équilibre chaque année de 2021 jusqu'à 2024. Donc en 2021 et 2022, c'est l'exécution. En 2023, c'est la loi de fin de gestion. Et en 2024, on a le PLF qui est déposé et la version du PLF en sortie de première lecture à l'Assemblée nationale. Première chose importante, c'est que les besoins de financement, c'est la toute première ligne, baissent entre 2023 et 2024. Ceci est essentiellement dû au fait que le déficit à financer passe de 161 milliards d'euros à 144 milliards d'euros. La baisse n'est pas intégrale parce qu'en fait, nous avons des amortissements de dettes passées qui sont en hausse, qui passent de 144 milliards à 151 milliards d'euros. Comment ces émissions, ces besoins de financement vont-ils être financés?
Là, je suis obligé de faire un petit peu d'historique, parce qu'en fait, au moment de la crise Covid, nous avions accumulé, par souci de précaution, un certain montant de trésorerie. Montant de trésorerie que nous avons mobilisé en 2022 et en 2023. Ce sont les lignes variation des disponibilités du Trésor, avec 35 milliards d'euros en 2022 et 31 milliards d'euros en 2023. Nous n'allons plus utiliser cette réserve en 2024. Par conséquent, nous allons faire essentiellement appel au marché en émettant 285 milliards d'euros de dettes à moyen et long terme. C'est la première ligne en dessous de ressources de financement. La principale différence entre la version sortie en première lecture et le PLF déposé, c'est qu'entre ces deux dates, l'Agence France Trésor a procédé à des rachats d'obligations arrivant à échéance en 2024 et en 2025, et donc celles qui arrivaient en échéance en 2024 ont permis de réduire les amortissements de dette. Cela nous a laissé inchangés nos émissions de dette à moyen et long terme, mais nous avons réduit légèrement notre encours de BTF en fin d'année 2024. Maintenant, pour voir plus graphiquement ce que cela signifie en termes de financement. Ici, je vous présente le programme de financement en points de PIB, donc rapporté à la richesse produite chaque année en France. On voit qu'en 2024, nous prévoyons d'émettre 9,7% du PIB en termes de programme de financement, un chiffre qui est très proche des 2 années précédentes. En termes de financement de court terme, je vous présente ensuite dans le graphique suivant la part des BTF dans l'encours de dette, c'est-à-dire la part de l'endettement à court terme. Et celui-ci s'établira en 2024 à 6,8% de l'encours de dette, c'est-à-dire à un niveau qui est plutôt dans le bas de fourchette historique, ce qui nous permet d'avoir des marges de manœuvre en cas de besoin. Qu'allons-nous faire l'année prochaine? Donc ça, on a annoncé le programme de financement hier matin, à la presse et aux investisseurs. Donc voici les obligations nouvelles que nous allons créer cette année. Tout d'abord, nous allons créer un titre à 3 ans, à 5-6 ans et à 10 ans. Alors vous pouvez me demander, mais pourquoi créer un seul titre à 10 ans alors que vous en avez créé 2 l'année dernière? En fait, le deuxième titre que nous avons créé, nous l'avons créé en toute fin d'année, et donc c'est une obligation qui a encore vocation à grandir en début d'année 2024. Par ailleurs, étant donné la forte demande que nous avons observée sur le 30 ans l'année dernière, nous pensons qu'il est possible cette année d'émettre une obligation à 30 ans si les conditions de marché le permettent. Concernant les obligations indexées sur l'inflation, la référence de 10% du programme d'émission via des obligations indexées sur l'inflation est maintenue. Ce n'est pas une cible que nous essayons de respecter exactement à l'euro, c'est une indication que nous donnons aux investisseurs sur la taille possible du programme d'émission l'année prochaine. Par ailleurs, nous avons reçu de la demande sur les obligations indexées de longue maturité. Et aujourd'hui, nous avons 2 obligations à long terme, une qui a échéance 2040, une autre à 2047. Et nous pensons qu'il y a de la place entre ces 2 maturités pour créer une nouvelle obligation, ce que nous ferons si les opportunités de marché le permettent. Enfin, concernant les obligations vertes. Tout d'abord, les dépenses vertes éligibles seront communiquées début janvier 2024 pour l'ensemble de 2024. Ce montant de dépenses vertes éligibles nous permettra de continuer à abonder les 3 OAT existantes. Et si les conditions de marché le permettent, nous envisageons la possibilité de créer une 4e OAT verte qui serait de maturité longue, une OAT nominale. Dernier point sur le programme indicatif de financement, sur notre politique d'émission, elle s'inscrit dans la continuité des années précédentes. Donc nous continuerons à émettre tous les mois de l'année des obligations à moyen terme, à long terme et indexées. Le seul mois qui est différent, c'est le mois de décembre, dans lequel il n'y aura qu'une seule adjudication optionnelle. Et alors nous émettrons des BTF toutes les semaines. Nous continuerons à poursuivre notre politique de réabonder régulièrement les nouveaux titres de référence pour s'assurer qu'ils atteignent une taille suffisante et donc une liquidité suffisante avant de les remplacer par les nouveaux titres de référence. En effet, plus les titres ont une taille importante, plus il y a d'activité autour de ces titres, ce qui permet à ces titres d'être liquides. Or ça, c'est une qualité qui est très recherchée par les investisseurs, une qualité qu'ils sont prêts à payer. Ça permet de réduire le coût de financement pour l'État. De la même manière, il y a des titres anciens qu'on ne réabonde plus régulièrement et que nous abonderons si jamais la demande se présente, de manière à maintenir cette liquidité et de manière à répondre à la demande des investisseurs. Une fois ratifié par l'ensemble des parties le traité modifiant le mécanisme européen de stabilité,
les nouvelles obligations émises seront sous l'empire des nouvelles clauses d'action collective. Et dans ce cas, nous fixerons les maturités en mars et en septembre. Enfin, nous continuerons la politique de rachat que nous menons régulièrement chaque année, des maturités courtes, avec deux objectifs. Tout d'abord, lisser le profil d'amortissement de la dette, mais aussi d'assurer la liquidité sur cette partie de courbe. Concernant les rachats, il est important de voir que nous ne rachetons que des OAT qui ont une maturité qui sont très courtes. C'est-à-dire que nous n'achetons pas et émettons des titres de même maturité au même moment. Nous n'émettons que des maturités à moyen et à long terme et nous ne rachetons que des maturités très courtes. Voilà, Monsieur le Président, j'en ai terminé avec mon propos introductif. Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Merci, Monsieur le Directeur Général. Bien, oui, j'ai des questions, mais j'ai aussi un petit peu une réflexion qui amène évidemment des questions sur la question de la dette. J'observe déjà en préambule une chose, c'est que bon, le sujet de la dette, après qu'il ait été un peu, j'allais dire, minoré pendant la crise Covid, parce que déjà c'était un sujet qui était prégnant avant la crise Covid. Pendant la crise Covid, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on l'a considéré comme moins essentiel que le fait de mettre absolument des fonds pour préserver notre économie et, j'allais dire, faire face à cette épidémie. Ce que je veux dire par là, c'est que quelque chose qui était considéré comme le problème essentiel de nos différents budgets, tout d'un coup, était relativisé. Et on a même assumé de faire exploser cette dette. On a même assumé d'avoir recours à une façon de le financer totalement inhabituelle, puisque d'une certaine manière, les banques centrales européennes ont racheté elles-mêmes une dette qui a du coup été plus liée, soumise aux règles du marché, mais était détenue par les banques centrales, chacune des banques centrales nationales, jusqu'à hauteur à peu près de 20% de la dette, ce qui était même pas, théoriquement, ce qui était même contraire au niveau des traités européens. Voilà. Donc tout ça pour dire que la question de la dette, elle a, j'allais dire, peut-être comme premier objectif déjà de faire appliquer des politiques qui sont celles, par exemple, de la réduction des dépenses publiques, qui sont celles de politiques de l'offre, etc., etc. Et je crois que c'est surtout à ça que sert la dette. Pourquoi je dis ça ? Parce que moi, je considère que il faut regarder avant tout le ratio dette-PIB, le ratio dette-PIB en termes de pourcentage et non pas en termes de valeur. Aujourd'hui, il est de 2,2% du PIB, il sera 2,7% en 2027. C'est des niveaux bien inférieurs à ceux des années 90. C'est des niveaux bien inférieurs à ceux qu'on observe actuellement aux États-Unis, environ 4%, avec un pays qui ne s'en porte pas plus mal en termes de croissance. Et donc, je suis, vous aurez compris, plus que réservé sur l'épouvantail qu'on nous projette toujours pour expliquer ensuite des politiques de baisse des dépenses publiques. Je pense que c'est ce chiffre qu'il faut regarder. Ça ne veut pas dire qu'il faut cultiver la dette pour la dette. Il faut voir à quoi elle sert. Mais moi, j'affirme que la dette, ce n'est pas un ennemi. C'est nécessaire à la stabilisation macroéconomique. Et c'est un outil d'investissement non seulement puissant, mais absolument indispensable, ne serait-ce que parce que chacun conviendra qu'on ne peut pas financer sur une seule année des investissements qui vont, par exemple, servir sur des années, voire des décennies. Donc ça, c'est un premier constat. Et j'observe d'ailleurs que Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz, dans leur rapport, préconisent l'endettement de 250 à 300 milliards d'euros en cumulé d'ici 2030, parce que finalement, ils considèrent, et je suis d'accord avec eux, que la dette écologique est plus importante que la dette financière, parce que celle-là, elle ne peut pas ni s'effacer, ni se renégocier, etc. Bien. Dans son rapport de l'ADEME qui vient d'être publié, l'ADEME estime que le coût annuel de l'inaction écologique est évalué à 260 milliards d'euros par an. Si on le rapporte à la charge de la dette, on s'aperçoit que ce coût de l'inaction est beaucoup plus lourd pour nos finances publiques en quelque sorte, et notre économie en général, et surtout la question de la bifurcation climatique que vient à nouveau de soutenir l'accord du COP28, que la question de la charge de la dette. Donc vous comprendrez que j'ai, à partir de là, plusieurs interrogations. La première, c'est est-ce que la volonté de réduire à tout prix le niveau de la dette, est-ce que ça ne vous semble pas finalement
susceptible de remettre en cause paradoxalement la qualité de la signature de la France? Et est-ce que ça ne doit pas nous permettre de nous interroger sur les conditions actuelles de financement? De 1948 à 1966, la dette était hors marché, il y avait un circuit du Trésor qui existait. Je l'ai dit tout à l'heure, la crise, la dette Covid a fait en sorte que les banques centrales prennent des mesures nouvelles qui a permis justement de sortir du marché une partie de cette dette. Est-ce que ce n'est pas quelque chose vers lequel on devrait aller, ne serait-ce que pour faire face justement à la question de la bifurcation écologique, ce qui permettrait de faire face à la pression des marchés et à la question des taux d'intérêt qui y sont liés? Et de la même manière, est-ce qu'un plancher des tensions d'OAT ne serait pas nécessaire pour sortir une partie de la dette justement des marchés? Donc ça, c'est toute une première question, j'allais dire, sur la manière dont on finance la dette. La France émet depuis 2017 des OAT vertes destinées à financer des dépenses favorables à l'environnement selon une grille d'analyse fondée sur la taxonomie verte européenne. Le montant des émissions de cette catégorie de titres semble aujourd'hui contraint par le champ des dépenses éligibles, inférieur à 10 milliards d'euros par an selon les rapports annuels d'allocation et de performance des OAT vertes, alors même que la demande pour les OAT vertes semble forte. Au regard des besoins que je viens d'évoquer, quel rôle ces titres vous semble-t-il pouvoir jouer à l'avenir? L'achat d'obligations souveraines vertes par la Banque de France ne serait-il pas un meilleur moyen pour répondre aux investissements nécessaires à la bifurcation écologique? C'est une autre manière de poser la question que j'ai évoquée précédemment. Voilà pour ma part ce sur quoi je souhaitais que vous puissiez réagir. Et je passe la parole au rapporteur général. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, tout d'abord, je voudrais saluer le travail de l'Agence France Trésor cette année qui, vous l'avez dit, vous l'avez montré, a tenu ses engagements dans un contexte et un environnement extrêmement fluctuant, extrêmement difficile. Et donc, j'ai envie de dire, chapeau pour ce qui a été fait. Peut-être rebondir sur ce que vient de dire le Président. Le niveau de la dette n'est pas nécessairement le sujet dans son absolu. Le sujet, c'est le poids des intérêts de la dette. Et chaque milliard que vous réussissez à économiser en matière de charge de la dette, c'est autant d'argent que nous pouvons investir dans nos politiques publiques. Donc ça me paraît évidemment important. Avec les taux que nous avons aujourd'hui, personne ici ne doute de l'impact réel sur nos finances publiques, du poids de la dette et donc de la nécessité absolue de la contrôler dans un premier temps. On peut le faire par rapport au PIB, c'est pas une mauvaise idée, c'est pas un mauvais indicateur, et d'engager sa baisse dans les prochaines années. Aussi vous dire, j'ai apprécié la partie OAT verte. Je pense que la France a été de ce point de vue-là modèle. Et puis aussi saluer le fait que le niveau d'OATI, d'OAT indexé, a été plutôt faible par rapport à ce qui est aujourd'hui notre stock. Et d'ailleurs, ça sera ma première question. Pourquoi avoir baissé de manière un peu significative, 2-3 points par rapport à la moyenne de notre stock, le niveau d'OATI? Est-ce que c'est le marché qui le propose ou est-ce que c'est une volonté de votre part? Je voudrais savoir, je sais que ce sera compliqué d'y répondre, mais quelles sont vos projections? D'abord, quels sont les taux ces derniers jours sur vos emprunts au mois de décembre et quelles projections vous faites? On commence à parler de baisse de taux, on voit bien qu'il y a une baisse de l'inflation. Les banques centrales ne parlent plus maintenant d'hausse de taux, mais de stabilité de taux, voire à un terme. Donc, dans vos projections, à partir de quel moment vous avez imaginé une baisse effective des taux auxquels notre pays pourrait emprunter? Troisième et dernière question, comment voyez-vous l'image de la France aujourd'hui par rapport aux autres pays européens quand vous allez sur le marché et que vous émettez un certain nombre d'OAT? Merci beaucoup. Monsieur le directeur général, je vous propose de répondre à cette première série de questions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup
Monsieur le rapporteur général. Donc, quelques éléments de réponse à vos questions. Donc, tout d'abord, concernant les OAT indexés sur l'inflation, en fait, pour moi, le montant, il est quand même relativement proche par rapport à l'année dernière. Et il est légèrement en dessous, en fait, du 10% qu'on affiche, sachant que ce n'est pas une cible. On s'adapte, en fait, en fonction de la demande des investisseurs. Donc c'est vraiment ça un peu notre ADN. Il y a un besoin qui est fort de protection contre l'inflation et donc on fournit les titres qui le permettent, notamment dans le cadre d'une épargne domestique qui est quand même très orientée vers des produits comme le livret A, le LDDS, le livret d'épargne populaire qui fournissent de manière partielle ou totale une indexation, une protection contre l'inflation. Donc en fait, c'est une demande on s'est vraiment adapté à la demande. Concernant l'année prochaine, on attend de voir un peu ce qui va se passer en termes de demande. Je pense qu'il y a toujours un besoin structurel, notamment en France, de protection contre l'inflation. Aussi peut-être le fait que des investisseurs qui avaient oublié que l'inflation pouvait revenir, et donc ce n'est pas suffisamment couvert, vont essayer de se couvrir un peu plus. Mais ça, ce sera un peu le marché qui nous le dira l'année prochaine. Concernant les hypothèses de taux, alors on peut remettre les hypothèses de taux qui étaient au moment du projet de loi de finances. Donc là, vous le voyez, alors qu'on fait des hypothèses de taux. Celle-ci, donc à court terme, on avait prévu une baisse des taux à court terme. Alors, plus précisément, on est passé de 3,9% en fin d'année 2024 à 3,5%. 3,9% en fin d'année 2023 à 3,5% fin d'année 2024. Et concernant les taux à long terme, nous avions anticipé une relative stabilisation des taux à long terme. Il est important de dire qu'en fait, ce ne sont pas des prévisions, c'est-à-dire que nous ne faisons pas de prévision de taux à l'Agence France Trésor. Évidemment, dans le cadre d'un projet de loi de finances ou d'une loi de programmation des finances publiques, il faut prendre des hypothèses et on les met de manière transparente. Alors, il est vrai que sur la période récente, les taux ont été plus faibles que ceux qui ont été présentés ici. Alors, deux éléments pour expliquer un peu ces événements. Tout d'abord, on arrive en fin d'année. Qui dit fin d'année dit un marché qui est moins liquide parce que les émetteurs ont arrêté leurs émissions. Nous-mêmes avons arrêté d'émettre des OAT et les investisseurs ont arrêté leur programme d'achat. Donc un marché où il y a un peu moins d'action. Une des raisons aussi qui peut expliquer le fait que ces taux sont un peu plus bas, c'est que les anticipations d'inflation ont été révisées à la baisse dans la mesure où les points d'inflation qui ont été publiés ont été plus bas que le consensus. Donc en fait, avec un marché qui pense qu'il est possible que les banques centrales du monde entier baissent leurs taux plus rapidement que ce qu'ils pensaient 3 mois auparavant. Alors concernant l'image de la France sur les marchés, elle est, je pense, très bonne. Nous bénéficions d'une très bonne qualité de signature. On n'est évidemment pas... on se compare toujours dans ce cas-là à l'Allemagne, puisque c'est l'obligation de référence en zone euro. Notre spread a été relativement contenu durant l'année, entre 50 et 60 points de base. Et comme vous le savez, nous finançons mieux que d'autres pays de l'Union européenne, comme l'Espagne ou l'Italie. Concernant les questions de Monsieur le Président, donc concernant les OAT vertes, en effet, notre rôle est de financer les dépenses de l'État. Et donc, on est contraint par les dépenses vertes éligibles qui sont réalisées. Le fait d'être financé par la Banque centrale européenne est une question qui est un peu de nature différente, puisqu'en fait, la Banque centrale européenne a une mission assez claire qui est celle de maintenir la stabilité des prix. Donc le fait qu'il y ait eu des achats de titres dans la période passée, c'était notamment lié au fait que la Banque centrale européenne souhaitait limiter les risques de déflation. Depuis que l'inflation est réapparue, la Banque centrale européenne a réduit ses achats, puis arrêté ses achats et désormais commence à arrêter les réinvestissements dans sa politique, en fait, de politique monétaire et de resserrement quantitatif. Je pense que j'ai répondu à vos différentes questions. Ok, on va passer aux orateurs de groupe.
Monsieur Labaronne pour Renaissance, 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Directeur, pour votre présentation. La question de la dette a une dimension à la fois politique et technique. La dimension politique est relative aux finances publiques, à la politique budgétaire, à la politique économique. Et je veux ici souligner la pertinence de nos choix économiques et politiques qui donnent des résultats en termes de croissance, d'emploi, d'inflation, mais surtout qui donnent confiance aux investisseurs. Et puis, l'aspect technique concerne bien évidemment le fonctionnement du marché du travail, dont l'efficacité repose sur la prévisibilité, la liquidité, la transparence. Et de ce point de vue, moi aussi, je veux saluer la qualité du travail qui est effectué à l'Agence France Trésor. Mes questions. Comment expliquez-vous les très bons taux de couverture, volume demandé sur volume adjugé récent, des 7 et 11 décembre, des bons du Trésor et des obligations assimilables du Trésor? Quelle est l'appréciation des investisseurs s'agissant du fonctionnement de la dette française? Quelles sont la part, l'évolution et la performance des OAT vertes dans les adjudications de l'AFT? Quels sont les secteurs d'activité qui font l'objet des programmes financés par les OAT vertes? Et enfin, pouvez-vous rappeler l'intérêt qu'ont les investisseurs en faveur des OAT indexés sur l'inflation? Je vous remercie. Merci. Kevin Mauvieux pour le groupe RN. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur. Alors, j'ai plusieurs questions, plusieurs éléments différents. D'abord, dans un premier temps, pour revenir sur la partie OATI, dont vous savez que c'est un de nos chevaux de bataille. Vous n'êtes pas sans savoir que la Cour des comptes a rendu un avis dans lequel elle demande à ce que des travaux soient envisagés sur notamment la pertinence des OATI et de leur cible, avec des guillemets, de 10% du stock de dette. Et j'ajouterai également, en seconde question sur les OATI, de demander votre avis sur l'annonce de l'Allemagne il y a 2 ou 3 semaines maintenant, qui annonce qu'en 2024, elle est plus dure que mes préconisations, puisqu'elle n'arrête pas sur 5 ans son programme d'OATI, mais elle arrête dès 2024 son programme d'émission de dette indexée sur l'inflation. Deuxième question, deuxième sujet. Vous anticipez un montant des primes et des cotes proche de 0 pour 2024. Ce montant est-il réellement pertinent au regard de la tendance plutôt à la hausse des décotes nettes de primes? Troisième question. Le taux d'intérêt de la dette française a connu une baisse en novembre, 2,9 au lieu de 3,4% envisagé, par exemple, sur l'obligation française à 10 ans. Alors, quel est votre avis sur la durabilité de cette baisse? On a déjà eu un peu une première réponse en préambule, mais je voudrais ajouter à ça le fait que la BCE a annoncé qu'elle s'orientait vers un arrêt du roulement des titres Covid qu'elle a rachetés, qui pourrait mettre la pression sur les marchés. Je voudrais avoir du coup votre avis par rapport à ça. Et enfin, dernier sujet, dernière question, qui concerne la répartition de cette dette française au sein des investisseurs. Est-il possible d'avoir la répartition précise de notre dette en termes de territorialité des investisseurs? Qui détient la dette française? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il est possible de lancer une étude sur cette question pour avoir des éléments précis? Je vous remercie. Merci. Michel Salat pour la France Insoumise. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Aujourd'hui, le taux d'emprunt sur 10 ans est à 3,3%, son plus haut taux depuis 2011. Et les projections de votre agence envisagent une augmentation modérée, oscillant vers entre 3,4 et 3,6 jusqu'en 2026. Cette hausse relative ne justifie pas le discours alarmiste auquel se livre le gouvernement. La hausse du ratio dette-PIB depuis 1980 ne résulte pas de dépenses irresponsables. Cette augmentation découle des taux d'intérêt supérieurs à la croissance dans les années 1980 et 1990, des cadeaux fiscaux aux ménages aisés et aux grandes entreprises, les coûts directs et indirects de la crise financière de 2007-2008, ainsi que des mesures de soutien économique liées à la pandémie de Covid-19. Le discours alarmant sur le ratio dette-PIB est infondé. Et de la même manière que le Président, je dirais que selon Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz, les inquiétudes concernant la remontée des taux sont exagérées. Il recommande même un accroissement de l'endettement de 250 à 300 milliards d'ici 2030 pour financer des investissements en matière environnementale.
Le ratio dette-PIB, souvent critiqué pour sa comparaison entre un stock et un flux, perd de son impact lorsqu'on considère la durée moyenne des titres de dette. Un meilleur indicateur pourrait être le ratio entre la charge de la dette et le PIB. Selon la programmation des finances publiques, la charge de la dette devrait atteindre 70 milliards en 2027, soit 2% du PIB, en hausse par rapport à 2022, 1,8. Cependant, ces chiffres demeurent inférieurs à ceux de la fin des années 1990, contredisant les assertions alarmistes. C'est essentiellement le choix politique d'indexer les taux, à défaut des salaires, sur l'inflation des OAT qui renforce le coût de la dette. Ma question seront les suivantes. Au vu des pics inflationnistes des 2 dernières années, quels sont les taux d'OAT ou d'OATI que vous prévoyez pour le court, le moyen et le long terme? Qu'est-ce qui justifie que la part des taux d'intérêt de la dette soit en France à ce point indexée sur l'inflation, nourrie par les marges des entreprises que le gouvernement refuse d'encadrer? Merci. Merci. Véronique Louwagie pour les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, pour votre présentation et les documents que vous nous avez remis. Une remarque pour répondre aux commentaires du Président et de notre collègue. Je crois que ça n'est pas le poids de la dette en soi, mais c'est le poids de la charge de la dette, parce que c'est un véritable fardeau aujourd'hui pour les générations futures. Et Monsieur le Président, vous indiquiez que c'était normal d'avoir recours à la dette pour financer des investissements, mais la difficulté, c'est que la France a recours à la dette, non pas pour financer ses investissements, mais pour financer ses dépenses ordinaires. C'est comme si un ménage a tout à fait vocation à emprunter pour financer de l'immobilier, pour financer sa voiture, mais n'a pas vocation à emprunter pour aller au restaurant ou pour des dépenses courantes. Et c'est exactement ce que fait la France. J'ai 4 questions. Une première, Monsieur le Directeur Général, sur l'estimation du montant de recours à la dette, 285 milliards, vous avez évoqué. Natixis fait une évaluation aujourd'hui à 310 milliards, compte tenu des montants qui devraient être levés pour acheter des titres de dette pas encore arrivés à échéance. Je voudrais connaître votre avis sur cette estimation. Une deuxième question, et qui va un petit peu dans le sens de celle qu'a posée mon collègue Kevin Mauvieux. La BCE va mettre progressivement fin au réinvestissement au programme d'achat urgence pandémie. Est-ce que cela va avoir un effet sur la part de la détention de la dette par des investisseurs européens, non européens? Une troisième question, vous avez évoqué des rachats de titres à maturité très courte. Est-ce que cela va avoir des impacts sur les primes d'émission et éventuellement de quel montant? Et une quatrième question, où vous faites référence régulièrement, et vous l'avez refait là dans la présentation, à un niveau de 10% du programme d'émission via des obligations indexées sur l'inflation. Je voudrais savoir quelle est cette référence. Est-ce que c'est une référence interne? Est-ce que c'est une référence réglementaire? Voilà. Quelle est l'origine de cette référence? Et éventuellement, si elle est amenée à évoluer, comment? Je vous remercie. Merci. Pascal Lecamp. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, chers collègues. Alors, sur la dette, vous connaissez la position historique de notre Président François Bayrou, je ne reviendrai pas sur le sujet. En préambule, je me contenterai de me joindre à la voix de certains de mes collègues pour vous remercier d'abord de cette présentation synthétique et claire. Et je voudrais dire qu'il est essentiel de continuer à faire baisser les besoins de financement de la France, surtout dans un contexte où nous empruntons au taux historiquement élevé que vous avez mentionné. Il faut quand même noter le positif. Les 3 principales agences de notation continuent de considérer que la France est crédible dans ses trajectoires, grâce à nos gestions des crises et aux réformes que l'on a su faire. Je vous interrogerai donc sur 3 points, et parce que l'Europe est une préoccupation permanente du groupe démocrate. D'abord, pouvez-vous nous apporter quelques éléments de comparaison avec nos pays voisins, sur les taux d'intérêt notamment? Vous avez parlé tout à l'heure de période de normalisation des taux d'intérêt. Est-ce que c'est le même constat chez nos partenaires européens? Quel serait, selon vous, l'impact de notre capacité de financement d'une réforme des règles budgétaires européennes, négociée avec nos partenaires et soucieuse de ne pas freiner les investissements dans les transitions à l'image de nos OAT vertes? Je vous remercie. Merci. Christine Arrigui pour le groupe écologiste. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Directeur Général, pour la richesse de votre présentation qui nous réveille par rapport à ce que nous avons vécu hier soir. Alors, dans son rapport de février 2022, la Cour des comptes vous invite à renforcer votre analyse stratégique face à l'émergence de nouveaux enjeux tels que le retrait progressif des achats de l'eurosystème et à communiquer davantage sur votre stratégie et à renforcer la coopération entre émetteurs publics. Alors, que pensez-vous de ces recommandations? Et y a-t-il eu de votre côté un travail pour l'intégration de ces recommandations? Et quelles en sont à ce stade les traductions concrètes?
Deuxième question, j'en ai 4. Avant la crise du Covid, les intérêts d'emprunt, donc la charge de la dette, étaient faibles, du fait des taux bas, voire négatifs, faisant compenser l'augmentation de l'encours de la dette et permettant de stabiliser le service de la dette à moins de 36 milliards d'euros contre 46 milliards en 2011. Bon, les effets du Covid, la situation en Ukraine, a renforcé le contexte inflationniste et puis évidemment des taux d'intérêt. Et cette situation a mis en lumière, cela a été posé comme question et je la repose tout à l'heure, à porter les titres de la dette publique indexés sur l'inflation qui font subir à la France évidemment un surcoût lié aux intérêts des titres à taux variables. Pouvez-vous nous détailler les raisons qui expliquent le recours à ces titres indexés sur l'inflation, notamment en période inflationniste, plutôt que de préférer le système classique qui serait en cette période bien moins onéreuse pour le contribuable et les contribuables que nous sommes. Troisième question, selon le rapport d'information du Sénat sur les obligations assimilables du Trésor vert, les collectivités territoriales ne représentent que 3%, pardon, je vais mettre mes lunettes, du total des émetteurs. Elles sont toutefois, avec leurs homologues suédoises, pionnières dans l'usage de cet instrument de financement de la transition écologique. Bon, elles sont très attractives pour les collectivités, mais très exigeantes dans leur gestion du fait de la structuration du marché. Avant le contexte inflationniste, l'une des conditions pour le recours à cet instrument pour les collectivités était le financement de projets au montant significatif, souvent supérieur à 150 millions d'euros, ce qui exclut de fait l'usage de cet instrument financier par de nombreuses collectivités. Peut-on envisager une ingénierie qui permettrait un regroupement de collectivités, notamment de petite taille, pour l'accès à l'émission d'obligations vertes autour de projets écologiques communs? Merci. L'avez-vous envisagé? Jean-Marc Tellier pour le groupe GDR. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Directeur Général pour votre présentation. Je voudrais d'abord commencer par rappeler que notre groupe s'est toujours opposé au financement de la dette publique par les marchés financiers. Cette financiarisation de la dette s'est progressivement développée avec la normalisation de l'emprunt pour l'État, l'adjudication des titres de dette, la création d'un marché secondaire de revente. Dès lors, nous sommes aujourd'hui dépendants des attentes des créanciers dans le cadre de notre politique d'émission. D'une part, vous avez montré aujourd'hui la diversification des instruments, Monsieur le Directeur, pour assurer une bonne liquidité des titres, mais aussi dans le cadre de nos politiques publiques. On rappellera ainsi que la réforme de retraite avait en partie pour objectif de satisfaire les agences de notation privées. J'ai beaucoup d'interrogations sur les OAT indexés, mais je souhaiterais vous interroger sur la politique qui a conduit à émettre de la dette sur d'anciennes souches lorsque les taux d'intérêt étaient bas. Cette politique n'a pas permis de réduire significativement la charge d'intérêt dans la période de taux bas, alors même que nous savions cette période temporaire. Pouvez-vous nous donner le montant des primes d'émission qui ont été collectées les années précédentes et nous dire si aujourd'hui, avec des taux plus élevés, vous avez toujours recours à ces procédés avec des décotes? Je vous remercie. Merci. Charles de Courson pour le groupe Lyot. 5 petites questions, Monsieur le Directeur Général. La première, est-ce que le ministre de l'Économie vous donne-t-il des orientations quant à la gestion de la dette? Oui ou non? Deuxième question, est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter de faire des émissions indexées? Qu'est-ce qui justifie et quelle serait la substitution si on n'avait pas recours à ces émissions indexées? Troisième question, est-ce qu'il faut continuer à avoir recours à la technique de l'assimilation? Parce que comme vous le mettez dans votre texte, réémettre des souches à des taux d'intérêt supérieurs, et donc avec un capital plus faible, ça a une incidence au sens maastrichtien, puisque ça n'est pas comptabilisé, les primes, dans le calcul maastrichtien. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quel est le montant du stock de primes nettes, parce qu'il y a quelques cas inverses, et comment a évolué ce stock, puisque les derniers chiffres que vous avez donnés, je crois que c'était un peu moins de 50 milliards, 44, 45 milliards. Quatrième question, qui détient la dette française? Mais pour être plus précis, quelle est la part de la BCE? La BCE détient une partie de notre dette. Et comment évolue cette part? Et comme ils ont annoncé qu'ils arrêteraient de racheter de la dette des différents États, quelle va être l'incidence de cela? Et puis une dernière question qui va peut-être vous troubler, Monsieur le Directeur. Mais quelle est la part de la dette de l'État français qui a financé
des dépenses de fonctionnement. Bon, d'après mes calculs, c'est plus de 70%, en se référant au bilan de l'État français. J'ai 2 orateurs supplémentaires. Je voudrais savoir si j'en ai plus. J'ai Michel Lezana et Benoît Mournet. Attendez, Michel. Est-ce que j'en ai plus? Non, je ne leur donne pas la parole. Donc, comme il n'y en a que 2, je leur donne la parole maintenant. Michel Lezana. Oui, merci, Monsieur le Président. Une remarque tout d'abord. En tant qu'ancien maire, je reste très attaché aux critères d'investissement fonctionnement en ce qui concerne la dette, même si le périmètre du fonctionnement pour l'État peut être discuté. J'en suis bien conscient, Monsieur le Président, mais je crois que ça a été dit par Madame Louwagie et mon confrère. Donc je crois que ça, c'est quelque chose d'important pour la stabilité de notre pays financièrement. Je voulais vous interroger plus particulièrement parce que vous avez dans votre périmètre, je crois aussi, la dette sociale à Coscades, et en tant que rapporteur du PLFSS, je voudrais savoir quelques éléments. Cette dette a une spécificité, en tout cas ce qui concerne la CADES, puisque c'est une dette qui est garantie. L'État doit donc donner les moyens de rembourser à la CADES. Donc est-ce que pour vous, est-ce que vous négociez cette dette à part ou est-ce que vous la globalisez dans les dettes de l'État? Si vous la négociez à part, est-ce que vous avez un taux particulier, intéressant, attractif, et quelle en est la durée d'amortissement? Merci. Benoît Mournet. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le directeur général. Vous dire bien sûr que nous partageons une préoccupation de voir la charge de la dette s'envoler dans les prochaines années. Et en même temps, nous sommes rassurés, je vous le dis sans flagornerie, par la compétence et la bonne gestion de notre agence France Trésor. J'ai 3 petites questions courtes, qui sont des questions un peu terrain, si vous permettez. Jusqu'où peut-on aller? Jusqu'où raisonnablement peut-on aller sans dégrader de trop ces ratios et la charge des intérêts? Deuxième question, à combien estime-t-on la protection de l'Union européenne et de la zone euro versus si nous n'étions pas solidaires de nos partenaires? Question qui va nous intéresser dans la campagne des européennes. Et troisième question, il me semble que la zone euro fait plus appel que le Japon ou les États-Unis, par exemple, à des investisseurs étrangers. Et quels seraient les bénéfices et les coûts d'une émission directe auprès des particuliers pour qu'au fond la dette de la France soit détenue par les Français? Je vous remercie. Merci. Monsieur le directeur. Merci à tous pour vos questions. Je vais essayer d'être le plus complet possible. Alors, je vais peut-être reprendre. Oui, alors tout d'abord, concernant les très bons taux de couverture qu'on a observés en fin d'année, ils sont en effet très bons. Après, il y a un effet un peu de loupe concernant la toute dernière adjudication qu'on a faite de moyen long terme, parce qu'en fait, elle était plus petite en taille. Et donc, un peu mécaniquement, on a un taux de couverture qui apparaît plus élevé. En tout cas, nous avons comme objectif d'avoir des taux de couverture qui sont importants. Et d'ailleurs, nous avons des objectifs qui sont assignés par le Parlement et sur lesquels nous rendons compte chaque année dans un indicateur de performance, avec un taux de couverture pour les BTF de 200% et un taux de couverture pour les OAT-MC de 150%. Alors concernant nos rapports de performance que nous présentons, donc ils sont bien perçus par les investisseurs parce que l'intérêt c'est d'être très transparent sur ce qu'on finance et en particulier chaque année on dit vraiment l'intégralité des dépenses qui ont été financées dans chacune des émissions. Alors concernant les secteurs d'activité que nous finançons au travers des OAT vertes, et les dépenses plus spécifiquement, donc il y a évidemment tout ce qui est à vocation de rénovation pour la rénovation énergétique des bâtiments, qui était auparavant faite sous la forme de crédit d'impôt, le CITE, mais qui est maintenant sous la forme de MaPrimeRénov'. Nous avons aussi d'autres dépenses, comme par exemple les voies navigables de France ou les observations météorologiques et de la Terre, ce qui est intéressant parce que ce sont des dépenses qui typiquement ne peuvent être faites que par des États.
Et donc, ce sont des choses qui sont un peu différentes de ce que le marché a l'habitude de voir, où quand on finance des obligations vertes d'entreprise, ce ne sont pas tout à fait les mêmes dépenses, mais ce qui est intéressant, en tout cas en termes de diversification et d'impact sur l'environnement. Concernant maintenant la question des OATI et des recommandations de la Cour des comptes. Donc la Cour des comptes nous a en fait invité à réévaluer les travaux qu'on avait fait initialement quand on a lancé les OATI sur quelle est la bonne part des obligations indexées sur l'inflation pour un État comme la France. Alors en fait, la modélisation est relativement simple. Certes, quand il y a plus d'inflation, il y a plus d'intérêts indexés sur l'inflation, mais d'autre part, s'il y a plus d'inflation, il y a plus de recettes. Donc en fait, on a un effet stabilisateur sur le budget de l'État que en fait, l'État est le seul acteur à pouvoir avoir. Et donc en fait, en termes de proportions optimales, si on fait des simulations, on obtient des proportions qui sont entre 10 et 20% selon les modèles que l'on retient, avec une moyenne à 17%. Et donc, nous avons bien réalisé ces études. Nous les avons d'ailleurs rendues publiques dans le rapport sur la dette qu'on a publié au moment du PLF. Et là, on choisit la fourchette basse qui est plutôt de 10%, à la fois en termes de prudence par rapport à nos modélisations, mais aussi par réalisme par rapport à la demande du marché. En effet, l'Allemagne a annoncé la fin de l'émission d'obligations indexées sur l'inflation. Donc, je n'ai pas l'habitude de commenter ce que font les autres émetteurs publics. Dans sa conférence de presse, je voudrais juste dire que donc, la Finanzagentur, donc l'équivalent de l'agence France Trésor en Allemagne, était un peu face à un dilemme entre le fait d'avoir des obligations indexées qu'elle aurait aimé augmenter pour assurer la liquidité, ou arrêter, étant donné son programme de financement. L'Allemagne, en effet, a un programme de financement qui est plutôt orienté à la baisse, ce qui n'est pas notre cas. J'ai eu beaucoup de questions sur les primes et décotes, donc, de manière générale. Donc, pourquoi est-ce qu'on émet les primes et décotes? En fait, l'idée fondamentale, c'est que nous essayons d'avoir des OAT qui sont très liquides, de manière à ce que ça soit moins cher pour le contribuable. Et la bonne manière de le faire, c'est de remettre régulièrement sur les mêmes souches, de manière à ce qu'elles aient un encours suffisant. Et en fait, comment est-ce qu'on adjuge? En fait, on adjuge en prix. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'adjuge pas en taux, on adjuge en prix. Donc quand on a une obligation dont le coupon est de 4% et que les taux d'intérêt sont de 4%, on adjuge l'obligation exactement au pair. Mais en fait, ça n'arrive jamais qu'on émette un taux qui soit exactement celui du coupon. Donc si jamais le taux est plus élevé, le taux de marché à ce moment-là est plus élevé, en fait, eh bien, on vend l'OAT moins cher que le pair et on fait une décote. À l'inverse, quand les taux d'intérêt sont plus faibles que le taux de coupon, l'investisseur est prêt à payer plus cher que le pair et donc apparaît une prime. Donc maintenant, si je reviens sur longue période, il se trouve que durant les années 2016 et 2020, en fait, les taux étaient non seulement en baisse, mais parfois même négatifs. Comment peut-on faire des obligations avec un taux d'intérêt négatif? Ça paraît compliqué, puisque ça veut dire que le flux va dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce sont les investisseurs qui payent au moment où il y a le paiement d'intérêt. Et là, la manière dont on a résolu ce problème-là, c'est justement grâce aux primes et décotes. C'est-à-dire qu'on avait par exemple une obligation qui était à 0 coupon, c'est-à-dire qu'on s'engageait uniquement à rembourser 100 au terme de l'obligation, et bien les investisseurs étaient prêts à payer plus cher que 100 aujourd'hui pour être remboursés 100 dans 2 ans, 3 ans ou 10 ans. Ça fait une prime. Et donc c'est comme ça qu'on a pu, par exemple, mettre en place les taux négatifs. Évidemment, les taux changent tous les jours, et donc parfois il y a des primes, et parfois il y a des décotes. Et typiquement, ce qu'on a observé l'année dernière, c'est plutôt des décotes. Ce qui est normal, puisque comme on réémet régulièrement sur des souches anciennes, comme les taux augmentent, eh bien, on a plutôt tendance à faire des décotes que des primes. Donc aujourd'hui, en termes de stock, nous sommes à un stock à la fin du 3e trimestre 2023, à un stock de primes nettes de décote de 54 milliards d'euros, qui est bien un stock qui est en diminution par rapport à 2022, puisqu'en fait en 2023, on a quand même fait
plus de décotes que les années précédentes. Alors, faut-il maintenir cette assimilation ? Oui, je pense, parce que c'est ce qui nous permet d'avoir un coût de financement moins cher. Imaginez un instant que nous émettions des titres différents à chaque fois. Nous faisons 3 adjudications par mois, de moyen terme, de long terme et d'indexé. À chaque fois qu'on fait une adjudication, on émet 3 titres différents en moyenne. Ça veut dire que tous les mois, on crée 9 obligations nouvelles. À la fin de l'année, c'est 100 obligations nouvelles. Donc on aurait plein d'obligations différentes. Et en fait, ça serait compliqué, par exemple, pour un investisseur qui veut acheter de la France, de trouver au moment où il veut acheter de la signature française l'obligation qui convient, puisque les montants sont très petits. Donc en fait, on n'a pas de gain à multiplier les obligations, mais justement à essayer d'avoir un nombre d'obligations limité sur lesquelles il y a de l'activité, où quand un investisseur veut acheter la dette française, il la trouve, et quand il veut céder la dette française, il est en mesure de la vendre. Donc ça, c'est sur les primes et décotes. Alors par ailleurs, sur les charges d'intérêt, il faut savoir qu'il y a 2 choses qui sont différentes. Il y a les charges d'intérêt budgétaires, qui elles sont les coupons, et les charges d'intérêt maastrichtiennes, qui justement tiennent compte de l'étalement des primes et décotes. Donc autrement dit, par exemple, à aucun moment on n'aura des charges d'intérêt négatives en termes de coupons. Elles seront toujours supérieures à 0. On a des charges d'intérêt négatives en maastrichtien, parce que justement on étale cette prime sur la durée de vie du titre. Et donc oui, on peut avoir une divergence entre les deux, mais cela permet en fait d'émettre au meilleur coût pour le contribuable. Concernant la répartition des investisseurs aujourd'hui en France, la dette change de main tous les jours, mais en fait on a des points où on a des informations, notamment de la part de la Banque de France et du FMI. Donc le point intéressant, c'est que en gros aujourd'hui la dette, les titres nominaux sont détenus en gros à 46% par des investisseurs français. Les titres indexés sur l'inflation française sont détenus à hauteur de 61% par des investisseurs français, et à hauteur des obligations, pardon, j'ai dit une bêtise, les 61% c'est pour les obligations indexées sur l'inflation européenne, et 78% sur les obligations indexées sur l'inflation française. Donc tout d'abord, un premier point important, c'est que c'est une bonne nouvelle qu'il y ait des investisseurs étrangers qui achètent des obligations françaises. Ça veut dire que les investisseurs étrangers ont confiance dans la signature de la France. Par ailleurs, en tant qu'émetteur, avoir une base d'investisseurs diversifiée est très important pour moi. Le Parlement m'a confié 2 missions, celui d'émettre la dette au meilleur coût pour le contribuable et dans les meilleures conditions de sécurité. Le fait d'avoir une base d'investisseurs diversifiée me permet de remplir ces 2 objectifs. Plus il y a de gens potentiellement qui achètent, moins ça coûte cher à l'État. Par ailleurs, plus il y a de gens potentiellement qui achètent, moins l'État est dépendant d'une catégorie spéciale d'investisseurs, que ce soit une catégorie géographique, une zone géographique dans le monde, ou une typologie d'investisseurs, qui peuvent être les banques centrales, les banques, les assureurs, etc. Donc le fait d'avoir une base d'investisseurs diversifiée est la meilleure garantie d'avoir un coût faible et d'avoir une résilience pour notre dette. Oui, donc nous faisons des rachats régulièrement de dettes. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, pour des rachats de maturité courte. Nous n'avons pas de cible de rachat pour l'année 2024. Notre cible, c'est celle qui est fixée par le Parlement. C'est les obligations nettes de rachat, c'est-à-dire de combien l'État s'endette de plus l'année prochaine. Donc, d'une part avec les émissions brutes et enlever les rachats. Et c'est ça notre cible. En revanche, la répartition entre les deux peut évoluer en fonction de la demande à la fois du côté de la nouvelle dette émise ou du côté des rachats. Et oui, il peut y avoir des primes qui sont payées ou des décotes qui sont payées au moment des rachats, mais c'est en général assez faible, mais on en tient bien compte. Concernant le retrait des banques centrales européennes, de la Banque centrale européenne,
Oui, donc c'est quelque chose qui a déjà commencé. En fait, la normalisation monétaire est un processus qui a déjà commencé et en 2023, il y a déjà eu un arrêt. Donc oui, c'est bien quelque chose qui est pris en compte dans notre stratégie d'émission et qui est d'ailleurs pris en compte par les intervenants de marché. Eux, dans leur fixation du prix, dans le prix qu'ils sont prêts à demander en termes d'intérêt, ils prennent en compte le fait que la Banque centrale européenne sera moins présente les années à venir qu'elle ne l'était par le passé. Alors, pourquoi émettre des obligations indexées sur l'inflation, qui est une question qui a été posée? Moi, je vois 3 raisons principales. La première, c'est qu'il y a une vraie demande de protection contre l'inflation. Et en particulier en France, nous avons une demande domestique qui est forte, qui est liée notamment au livret A, au LDDS et au livret d'épargne populaire. En effet, comme vous le savez, le taux d'intérêt qui est fixé sur le livret A dépend en partie de l'inflation. Donc, quand un Français dépose de l'argent sur son livret A, son LDDS ou son LEP, la banque qui commercialise le produit doit se couvrir en partie sur l'inflation. Et donc, elle va acheter des produits qui permettent de se protéger contre cette inflation et typiquement achète des OAT-I ou des OAT-EI. Pour le faire. Donc il y a une demande structurelle et nous servons la demande de ce point de vue-là. La deuxième raison, c'est que mon rôle est d'émettre la dette dans les meilleures conditions de sécurité. Et la meilleure condition de sécurité, c'est aussi d'avoir des produits diversifiés pour être en mesure d'adapter les émissions en fonction de la demande. C'est-à-dire d'être en mesure de pouvoir offrir une protection contre l'inflation s'il y a une demande pour cela, ou à l'inverse, utiliser d'autres produits. Concernant, et la dernière raison pour l'émission des obligations indexées sur l'inflation, j'aimerais rappeler que oui, l'inflation conduit à une hausse des charges d'intérêt. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'on émet des obligations indexées sur l'inflation ou des obligations nominales. Quand on émet des obligations indexées sur l'inflation, l'État s'engage à rembourser à terme un capital plus élevé. Il se trouve que comptablement, on enregistre une provision aujourd'hui dans les comptes, mais ce n'est pas de l'argent qui est décaissé, c'est de l'argent qui sera décaissé à terme. Donc oui, ça a un coût, mais ça a un coût aussi quand on émet des obligations nominales. Si l'année dernière, les taux nominaux étaient au-dessus de 3%, c'est parce que l'inflation a été plus forte. Et donc, quand on a émis des obligations nominales, on a émis des obligations nominales à un taux plus élevé, et ce, qu'on paiera pendant toute la durée de vie des obligations qui auront été émises. On m'a aussi posé une question sur la CADES. Donc, la CADES, il faut bien séparer 2 choses. La CADES est un établissement public qui a sa propre vie. Et donc ça, il y a un président de la CADES, Jean-Louis Ray. Et il y a des titres CADES qui sont différents des titres de l'État. Il se trouve que pour créer un pôle d'excellence d'émission de la dette publique, le gouvernement a fait le choix de gérer cette dette au même endroit, au sein de l'Agence France Trésor. Donc en fait, je gère de manière opérationnelle les émissions de dette de la CADES au nom et pour le compte de la CADES. Mais quand on émet un titre CADES, c'est vraiment une signature CADES, et quand on émet un titre État, c'est deux titres différents. Il n'y a pas de fusion entre les deux. La gestion est collective, mais les titres vus de l'extérieur sont bien des titres qui sont différents. En fait, celui qui bénéficie du taux le plus intéressant en France, c'est un peu par définition la signature la plus sûre et la plus liquide, c'est-à-dire c'est l'État français. Donc ce sont les OAT et les BTF. Les autres émetteurs publics émettent en général à un coût qui est un peu moins intéressant, à la fois pour tenir compte d'une moindre liquidité et d'une moindre qualité de signature. Donc en fait, il y a toujours un décalage, mais c'est le cas de la CADES ou de n'importe quel autre émetteur public en France. Et c'est quelque chose qui n'est pas spécifique à la France, qu'on observe dans les autres pays. On m'a posé la question sur la part des dépenses de fonctionnement qui sont financées par dette. Ce n'est pas un chiffre que j'ai à ma disposition, donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui, là, en réaction comme ça, sur ce chiffre.
Concernant les émissions à destination des particuliers, nous n'avons pas mis dans le programme de financement ce type de produit. Je pense que nous sommes dans une situation qui est différente de celle d'autres pays européens, notamment parce que nous avons en France les dispositifs de livret A, de LDDS, qui offrent des conditions intéressantes et qui sont en fait assez proches de ce que d'autres pays peuvent offrir. C'est-à-dire à la fois un produit qui est très liquide, c'est-à-dire que dont les ménages peuvent entrer et sortir rapidement avec des taux qui sont intéressants. Concernant les collectivités locales, donc nous n'émettons pas la dette des collectivités locales, elles l'émettent elles-mêmes. En fait, les collectivités locales ont un mode d'endettement qui est différent du nôtre. Parce que nous sommes gros, l'État, nous pouvons financer essentiellement par émission d'obligations. Évidemment, ce n'est pas un mode de financement qui est habituel pour des petites collectivités. Seules quelques grosses collectivités peuvent émettre par obligation. Maintenant, elles peuvent éventuellement se mettre en commun, mais disons que c'est plutôt à elles de le faire, de le faire entre elles de ce point de vue-là. Elle pourrait le faire. Il y a actuellement l'Agence France Locale, par exemple, qui ça pourrait être fait par ce biais-là. Concernant les charges d'intérêt sur les anciennes souches, c'est une question qui a été posée et en fait, on en revient toujours à la question des primes et des cotes. La raison fondamentale pour laquelle on émet sur les anciennes souches, c'est pour maintenir la liquidité sur certains points. Parce qu'il se trouve que ces anciennes souches peuvent être demandées. Et donc nous, c'est notre intérêt d'être ouvert à les réémettre. Pourquoi ? Parce que si on dit qu'on est ouvert pour les réémettre, ça veut dire que les spécialistes en valeur du trésor, donc qui sont un peu les grossistes de la dette, peuvent la vendre aux investisseurs, parce qu'ils sauront qu'à la fin, nous réémettrons si le besoin est important. Est-ce que ça a un impact sur les taux d'intérêt ? En général, non, justement parce que nous maintenons une forte liquidité sur l'ensemble de la courbe, notre courbe est extrêmement lisse. Donc oui, il est possible que ces anciens titres ont des taux de coupon qui soient très différents du marché, mais ce n'est pas grave, parce que s'ils sont très différents du marché, on va émettre avec une prime ou avec une décote importante, et en fait, en pratique, d'un point de vue actuariel, on paiera la même chose que sur les obligations adjacentes. Donc il n'y a pas de coût particulier ou de gain particulier à émettre des obligations anciennes, sauf comme gain le fait de, comme on est capable d'offrir la liquidité sur l'ensemble de la courbe, eh bien, ça limite le coût pour le contribuable. Je pense avoir fait l'essentiel, avoir répondu à l'essentiel. Oui, Mme Louwagie voulait un éclaircissement. Ce n'est pas une autre intervention, c'est un éclaircissement. Allez-y. Oui, merci, Monsieur le Président. Vous avez évoqué, Monsieur le Directeur Général, le fait de comptabiliser des provisions pour prendre en compte l'éventuelle inflation. Est-ce que vous pouvez nous donner ce que ça représente en montant aujourd'hui et éventuellement les évolutions, comment vous les percevez ? Alors, demande d'éclaircissement aussi de Monsieur de Courson sur la... Vous avez répondu à deux de mes trois questions. Vous n'avez pas répondu sur oui ou non, y a-t-il des orientations, des directives données par le pouvoir politique, c'est-à-dire par votre ministre. Là, vous n'avez pas répondu. Vous n'avez pas répondu à la part de la BCE et comment elle évolue dans la détention de la dette. Voilà. Et la troisième... en lisant le budget de l'État, vous trouverez que c'est 1500 milliards sur 2500. Michel Castellani. Oui, merci, Président. Monsieur, je vous remercie pour votre rapport, Monsieur le Directeur Général, que j'ai suivi. La dette, on le sait par son niveau, et surtout avec l'augmentation des taux d'intérêt, finit par avoir une part significative dans la vie économique et sociale en termes de croissance. En effet, une part majoritaire de cette dette est détenue par des non-résidents, et le remboursement à la fois du capital et des intérêts finit par devenir une véritable hémorragie. Contrairement d'ailleurs à l'Italie ou au Japon, qui sont plus endettés que la France en termes de dette sur PIB, mais où finalement les choses sont moins pénalisantes, puisque une grande partie de cette dette est détenue par des nationaux. Alors ma question est très simple. Quelle politique est possible pour recentrer cette dette sur le marché domestique et éventuellement, quelles sont les mesures que vous adoptez en ce sens ? Merci.
Excellente question. Madame Ariki. Oui, c'était pour vous rappeler la première question que j'ai posée concernant le rapport de la Cour des comptes et sur les recommandations que vous entendiez ou pas suivre, ou si vous les suivez, sur le retrait progressif des achats de l'Eurosystème. Allez, à vous, monsieur le directeur, et puis après on arrêtera. Oui, donc en fait j'avais répondu à la question. Donc oui, nous suivons les recommandations de la Cour des comptes, à la fois dans le fait que nous avons réestimé notre modèle et aussi dans le fait que nous prenons évidemment en compte le fait que la Banque centrale européenne va être un acteur moins présent dessus. C'est quelque chose que nous faisons. Si concernant les autres questions, vous avez, je vais vous remontrer un peu le tableau de financement. Et pour voir un peu, ça peut être intéressant de le détailler un petit peu plus. Vous voyez en fait dans la troisième ligne, qui sont les amortissements de dette à moyen et long terme en nominal. Et vous avez la ligne du dessus qui est le supplément d'indexation versé à échéance. C'est ça en fait qu'on paye et qu'on doit financer au moment où l'obligation arrive à échéance. Donc il prend en fait en compte l'intégralité de l'inflation qui a eu lieu depuis la première émission. Donc vous voyez que nous avons un coût, par exemple en 2023, de 5,1 milliards d'euros et en 2024, on estime ça à 4,7 milliards d'euros. Non, ça c'est le montant où on rembourse. Donc là, si on regarde tout ce qu'on a remboursé. Et après, la provision, en fait, vous voyez la ligne déficit à financer. Et dans cette ligne déficit à financer, vous avez les charges d'intérêt indexées sur l'inflation. Et c'est une provision. Alors, voilà, donc c'est une provision. C'est-à-dire que, en fait, nous ne devons pas le financer. C'est pour ça que dans la ligne en dessous, nous avons une ligne qui s'appelle « Autres besoins de trésorerie » qui vient en déduction. Parce que cette provision, nous ne la dépensons pas. Donc, alors il y a d'autres corrections dedans, mais ça donne un peu une idée de ce qui est enlevé. Donc, par exemple, en niveau en charge budgétaire, vous voyez que nous avons en 2022, alors on avait 15,5 milliards en 2022, 15,8 milliards en 2023 et 8,7 milliards notre prévision en 2024. Et en fait, c'est en gros ce que vous voyez là dans cette ligne. C'est la grosse ligne. Donc en fait, ce n'est pas quelque chose que l'on finance aujourd'hui, qu'on financera à terme quand elles arrivent à échéance. Voilà. Alors, concernant la part de la BCE, en fait, là, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, donc il faudra qu'on regarde et qu'on puisse vous répondre. Oui, bah, mais n'ayant pas le chiffre, je préfère ne pas vous donner Ça va baisser mécaniquement dans la mesure où, en fait, on a arrêté les achats nets et qu'on arrête les réinvestissements. C'est-à-dire que quand les obligations arrivent à échéance, auparavant, la Banque centrale rachetait le même montant de dette que ce qui arrive à échéance. Maintenant, elle ne le fait plus. Enfin, elle le fait encore partiellement sur un programme, mais elle le fait moins que précédemment. Donc, mécaniquement, la part de sa détention de dette baisse. Concernant le programme de financement est bien évidemment un acte politique, dans la mesure où le programme de financement, le tableau de financement, il est adopté par le Parlement, et le programme de financement est adopté par le ministre Bruno Le Maire. Donc oui. C'est une décision politique. Maintenant, dans la gestion aussi quotidienne, nous prenons en compte beaucoup et essentiellement, en fait, quel est le meilleur titre à émettre le jour J en fonction de la demande de marché. Et c'est ça qui guide notre action quotidienne. J'ai l'impression... Ah oui, non, une dernière question sur la question des non-résidents. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il est important d'avoir une base d'investisseurs la plus diversifiée possible. Plus il y a d'acheteurs potentiels, moins cela coûte cher à l'État d'émettre. Et donc, si l'on choisissait ex ante de se limiter à un certain type d'investisseurs, qu'on décide de se limiter qu'aux Français ou qu'à la zone euro ou n'importe quelle autre limitation, en fait, en s'adressant à moins de personnes, on aurait des conditions moins intéressantes et cela coûterait plus cher. Merci, monsieur le directeur général. Je retiens quand même votre phrase qui, pour moi, est une évidence, mais c'est bien que ce soit vous qui la donniez,
comme quoi la signature la plus sûre, c'est celle de l'État français, ce qui renvoie à la question de tous les épouvantails, faillites et autres, mis sur la question de la dette, là où ça devrait être, c'est-à-dire... J'ai rajouté en France. Oui, mais j'ai pu parler d'en France. Oui. Merci. On se retrouve pour l'article 88 tout à l'heure. 14h30.